Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Jean-Marie Dipama, professeur titulaire de géographie, enseignant-chercheur et président de l'Université virtuelle du Burkina. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Monsieur Drago. Et merci pour votre disponibilité. Professeur Dipama, vous êtes titulaire d'un baccalauréat série D obtenu en 1987 au lycée Adega de Ouaïbia. On vous retrouve ensuite au département de géographie de l'université de Ouagadougou. Déjà à ce niveau, on a envie de savoir pourquoi la géographie comme choix après le bac et pas une autre discipline. Disons que je suis venu en géographie par pure vocation. C'est un choix que j'ai opéré lorsque je passais mon bac et la géographie figurait parmi mes premiers choix. Après, c'était l'anglais et puis les sciences de la vie et de la terre. Et pourquoi la géographie, justement? La géographie parce que j'avais cette envie de découverte et d'exploration du monde. Et je pense que la maîtrise de l'espace peut constituer aussi un atout lorsque on est dans une dynamique de développement. Mais à l'époque, bon, parce que le choix, ce n'est pas qu'un choix de formation, c'est aussi un choix de vie, si on peut le dire ainsi. Avec quelle ambition? Ou est-ce que c'était juste savoir pour savoir? Vous rêviez de quoi? Je rêvais d'être enseignant et de pouvoir transmettre la connaissance à d'autres. On peut dire que c'est un objectif atteint. En tout cas, en 90, vous obtenez la licence, la maîtrise en 92, le diplôme d'études approfondies donc en 93, et puis votre doctorat en 1997. Visiblement, ça a été un parcours sans encombre pour vous à l'université. Sans encombre, c'est trop dire. Je peux affirmer que j'ai eu des opportunités, j'ai eu la chance et puis il y avait aussi cet engagement de réussir la vie parce que on n'avait pas le choix à ce temps-là que de réussir sa vie professionnelle parce que quand on est issu d'une famille modeste, on n'a pas d'autre alternative que de gravir les échelons et d'être au-dessus. Parlez-nous des conditions d'études à cette époque-là. Bien. À l'université. À l'université, j'étais parmi les générations les plus nanties. Et ça aussi, il faut dire que c'était en fonction des conditions du moment. Quand je suis arrivé en première année, nous étions une cinquantaine en première année de géographie. En comptant bien entendu avec les redoublants. Donc il y a 45 qui ont été orientés en géographie. Et en ce temps, jusqu'à 23 ans, on avait la possibilité de bénéficier de la bourse nationale qui était d'un taux de 37 500 par mois. Et quand tu es un nouvel étudiant, il y avait donc le trousseau d'installation, il y avait donc des conditions qui te permettaient donc de pouvoir te mettre à l'aise pour pouvoir poursuivre les études. C'est dans ces conditions que j'ai pu mener mes études à terme. Et vous étiez même mieux que les jeunes fonctionnaires, parce qu'on dit, vous aviez des motos et tout ça, pour des étudiants. Bien, jeune fonctionnaire, c'est trop dire, mais c'était, je pensais, la philosophie qui prévalait en son temps, c'était donc de pouvoir permettre qu'on puisse produire quand même une masse critique de compétences. Parce qu'il faut dire aussi qu'en ce moment-là, il y avait la possibilité directement de rentrer dans la fonction publique et d'être fonctionnaire après le baccalauréat. Il y a eu des collègues qui sont directement passés au niveau de l'enseignement, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire, que ce soit donc au niveau de l'enseignement secondaire avec l'INSEE pour devenir professeur des lycées et collèges. Et dans ces conditions, il y avait beaucoup d'opportunités. Mais c'était aussi en tenant compte du nombre réduit des bacheliers. Quand on comptait à ce moment-là 3 000 bacheliers contre 45 000 ou 50 000, et maintenant, vous verrez bien qu'il n'y a pas de commune mesure. Et donc, après le baccalauréat, on avait la bourse automatiquement et la bourse, tant que tu justifiais donc d'une moyenne, elle était automatiquement reconduite. Et ça nous permettait de nous acheter des engins. Mais il faut aussi souligner qu'en ce moment-là, quand je prends mon cas où j'avais donc la L2, en ce moment, la L2 coûtait 190 000. Donc, vous conviendrez que ce n'est pas le même. C'était la belle époque. C'était la belle époque. Disons que c'était la belle époque, comme vous le dites. Et pourquoi vous n'avez pas été tenté de rentrer dans la vie professionnelle? Vous le dites si bien, vous venez d'un milieu modeste. Est-ce qu'à la maison, les parents ne vous ont pas dit, bon,
c'est bien les longues études, mais c'est encore mieux d'attraper quelque chose ici et maintenant. Oui, j'ai été contraint donc à cette dure réalité de la vie avec les exigences que les familles imposaient. Mais il y avait aussi cette envie et cette ambition d'aller le plus loin possible dans la quête de la connaissance. C'est ce qui a prévalu. Et pour vous dire, lorsque j'étais en troisième, j'avais été amené à faire les concours d'entrée à l'école normale de Koudougou. J'ai été admis, mais à la dernière minute, j'ai refusé de partir. Lorsque j'étais en terminale, j'ai passé aussi le concours pour les enseignants des lycées et collèges. Et le jour donc du concours, je ne suis pas parti. Et par coup de chance, j'ai été admis à une bourse de 3e cycle et je suis parti pour mes études en France. Et les parents le comprenaient? Les parents ne l'ont pas compris, mais les parents m'ont mis devant mes responsabilités et devant mes choix. Et je les ai assumés. Professeur Dipama, votre parcours professionnel commence en 1994, chercheur associé à la cellule de télédétection et d'information géographique de l'Institut pour l'environnement et la recherche agricole. Chercheur à l'Institut des sciences des sociétés à partir de 2002, chef du département de géographie en 2009. Comme on le voit également, c'est une carrière professionnelle en tout cas aussi brillante que la carrière académique. 2012, directeur adjoint de l'UFRSH. Ça nous permet de parler des conditions d'études aujourd'hui à l'université. Comme vous l'avez dit, c'était la nuit et le jour, votre époque et aujourd'hui. Aujourd'hui, comment on peut expliquer cette détérioration des conditions de vie et d'études à l'université? Certains, en tout cas, pointent du doigt l'invalidation de l'année 99-2000. Est-ce que vous partagez cet avis ou comment on peut l'expliquer? Non, le problème de ce qui les universités publiques vivent aujourd'hui tire ses racines aussi loin que l'adoption du programme d'ajustement structurel en 2014. Et il ne faut pas oublier aussi 94, que... Non, 1991. 91, c'est ça. 1991, l'adoption du programme d'ajustement structurel. Les institutions de Bretton Woods. Bien. Et on a imposé donc au pays en développement comme le Burkina d'aller donc vers une privatisation de leurs sociétés d'État et on les a donc imposé certaines contraintes financières pour pouvoir contenir leur masse d'endettement. Et c'est comme ça que le Burkina est parti a signé donc les accords avec le Fonds monétaire international pour aller au programme d'ajustement structurel. On estimait que l'enseignement supérieur était un luxe pour nos pays. En ce moment, je ne dirais pas que c'était un luxe, mais bon, ce n'était pas une priorité. Ce n'était pas une priorité dans la mesure où, depuis 1990, à la conférence de Thaïlande, où l'UNESCO avait décrété l'éducation pour tous, il y a eu une configuration donc du système éducatif où tous les moyens étaient mis au niveau du secondaire. La priorité était mise donc à l'alphabétisation et on n'a pas pensé au primaire et au secondaire sans jamais penser que tous ceux qui sont au primaire et au secondaire là, un jour devraient donc avoir cette intention d'aller au niveau du supérieur. Donc il n'y a rien eu qui a été fait pour le supérieur. Et c'est ça qui justifie que ces problèmes, nous les avons traînés et aussi il faut reconnaître que pour des pays comme le Burkina, nous n'avons jamais eu cette rigueur ou cette volonté de prendre en main notre système éducatif. Ce qui a fait que ce sont les partenaires de la coopération, les partenaires financiers qui nous indiquaient donc leurs orientations par rapport à notre système éducatif. Or, pour ma part, l'éducation fait partie des domaines de souveraineté pour lesquels chaque État devrait donc tracer sa voie. Mais nous avons été beaucoup malmenés par les partenaires. Nous n'avons pas su prendre notre chemin à nous, ce qui a fait que nous nous sommes égarés en cours de chemin, d'où les difficultés que nous avons aujourd'hui. Parce que ceux qui étaient au secondaire en ce moment-là, ils ont franchi des classes et ils sont arrivés à l'université. L'université n'était pas
dans les dispositions et dans les conditions d'accueillir un grand nombre d'étudiants. C'est jusqu'à une date récente, le Burkina Faso ne disposait que d'une seule université. C'est l'université de Ouagadougou, et qui a été créée en 1974. Et quand l'université de Ouagadougou était créée, c'était pour 10 000 étudiants. Aujourd'hui, quand vous voyez la population d'étudiants au niveau du Burkina Faso, on est à plus de 100 000. Au-delà de 150 000. Au-delà de 150 000, il va sans dire que ce qui arrive aujourd'hui était prévisible. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut juste incriminer le politique? Peut-être que, tel que vous le dites, c'est comme s'il y avait juste un manque de vision. Mais je pense que pour la gestion d'un pays, c'est le politique qui fixe le chemin à suivre. C'est un projet de société que le politique propose. Et si ce projet de société-là tient compte des fondements du développement, parce qu'il faut reconnaître qu'aucun développement n'est viable sans intelligence. Or, l'intelligence, c'est dans le système éducatif qu'on formate l'intelligence. Dans ces conditions... Et le temple du savoir. Le temple du savoir, comme on le dit. Comme on le dit. Mais aujourd'hui, selon vous, quelles sont les solutions qu'il faut apporter? Quels sont les défis, disons, majeurs aujourd'hui qu'il faut relever le plus urgemment pour l'université? Les défis les plus urgemment, c'est de pouvoir améliorer l'accès et la qualité de la formation. Permettre à cette masse d'étudiants qui arrivent, de bacheliers qui arrivent chaque année, de pouvoir avoir accès à une formation dans les meilleures conditions possibles pour que cette formation-là soit une formation de qualité. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de contingences, il y a tellement de contraintes que par moment, la qualité de la formation prend un coup. Il y a la question du chevauchement des années. La question du chevauchement des années... Est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Bien sûr. On n'a pas d'autre choix que de s'en sortir. Parce qu'on a tenté tout le blanchiment technique et je ne sais quoi d'autre. Mais jusqu'à présent, les problèmes... Toutes les solutions qui ont été proposées pour ma part n'étaient que des solutions conjoncturelles. Or, les crises que connaissent nos universités sont des crises d'ordre structurel. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut avoir le courage d'attaquer le problème à la racine. Et le problème à la racine, il faut que nous reconfigurions donc notre système éducatif dans tous ses ordres pour aller dans le sens qui peut aider le Burkina donc à être véritablement un pays émergent. Et pour cela, il faudrait que nous repensions donc notre formation de sorte à ce que ce ne soit pas des formations théoriques. Que l'étudiant, l'apprenant, lorsqu'il va sortir de son cycle-là, ce soit quelqu'un donc qui peut être directement mis sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'il ne faut pas revoir carrément justement les filières de formation? Parce que comme vous le dites, à votre époque, vous étiez 45 à être orienté en géographie. Quand on a 45 géographes bien formés dans un pays, c'est bien, mais quand vous en avez 300, 400, 500, 1000, ça commence à être un problème, n'est-ce pas, professeur Dipama? Bien, d'aucuns disent qu'on peut faire de la qualité avec du nombre. Moi, je ne suis pas toujours de cet avis. Tout dépend donc de l'environnement dans lequel on évolue. Et pour ce qui me concerne, j'ai toujours dit qu'il fallait accorder la priorité à la qualité. Parce qu'il y a aussi une dimension que l'on occulte par moment. Tout le monde n'a pas vocation à faire de longues études universitaires. Par moment, les titulaires du baccalauréat viennent à l'université parce qu'il n'y a pas d'autre alternative pour eux. Tant et si bien que, au jour d'aujourd'hui, quand vous observez, les universités, du moins les universités publiques, constituent des couloirs d'attente pour les étudiants pour ce qui concerne les concours de la fonction publique. Dans ces conditions-là, il faudra que fondamentalement nous puissions revoir les contenus de notre formation de sorte à orienter la formation vers la formation professionnalisante. Je pense que c'est ça qui pourrait être aussi avec une des alternative. BTS, avec des licences professionnelles. Des cycles courts, mais des cycles qui vont nantir les apprenants de compétences pratiques de sorte
à ce qu'à la fin de leur formation, que ce soit 2 ans, 3 ans, ils soient opérationnels et qu'ils soient donc les meilleurs dans ce qu'ils vont entreprendre comme profession. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que tous les bacheliers n'ont pas vocation à arriver à l'université? Si vous interrogez la plupart des étudiants qui arrivent à l'université, parce que, disons-nous aussi les choses aussi clairement, pour la plupart des bacheliers qui arrivent au niveau des universités, ce sont des enfants de familles modestes comme nous, qui ont besoin d'avoir une formation et d'être rapidement mis sur le marché de l'emploi pour pouvoir donc avoir une situation professionnelle stable et pouvoir faire face à la réalité de leur vie et de pouvoir aussi accompagner leur famille d'origine ou encore leur frère ou leur sœur. Dans ces conditions, quand vous discutez avec les étudiants qui sont sur le campus actuellement, c'est parce que véritablement, ils n'ont pas d'autre choix que de venir à l'université pour pouvoir bénéficier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans de l'aide et le temps de pouvoir se frayer un chemin dans la vie professionnelle. C'est ça la réalité aujourd'hui. Parce que je pose la question parce que le débat s'est posé quand il a été question donc des réformes au niveau du ministère de l'Éducation nationale, avec donc le baccalauréat qui doit être organisé désormais par le MENA plutôt que l'université. Les syndicats, bien sûr, se sont saisis de la question et ont estimé que c'était une manière de déconnecter le bac de l'université, alors que le bac devrait ouvrir automatiquement grandement les portes de l'université. Est-ce que vous pensez qu'il faut rester dans ça, ou est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que même quand on a le bac, il faut d'autres dispositions, justement pour permettre, comme vous l'avez dit, d'améliorer la qualité de la formation? Monsieur Ouédraogo, lorsque vous allez dans tous les pays du monde, le baccalauréat est une condition d'accès à l'université. Le baccalauréat n'est pas un droit d'accès à l'université. Nous avons pendant longtemps, et j'en conviens, inversé les choses, de sorte à ce que le baccalauréat donne ses inquiétudes pour l'université. Et c'est ça qui nous crée tous les problèmes au jour d'aujourd'hui. Parce que, au jour d'aujourd'hui, l'acquisition du savoir a un coût. Et disons-nous aussi les choses clairement, l'État ne peut pas tout faire parce qu'il y a des priorités à tous les niveaux. L'éducation doit être la priorité des priorités parce que c'est elle qui doit donner donc tout le fondement aux autres domaines, aux autres secteurs de développement ou de l'économie. Mais pour cela, il faut que nous ayons une formation de qualité. Et une formation de qualité, c'est de permettre à ceux qui aspirent à l'acquisition du savoir de pouvoir faire ce dont ils ont envie. Et c'est ce qui manque maintenant. Il faut des tests, par exemple, pour retenir les meilleurs? Non, pas de tests pour retenir les meilleurs. Est-ce qu'il faut regarder au niveau des notes Non, pas de tests. C'est pas des critères de sélection qu'il faut poser. C'est de permettre une certaine ouverture de sorte à ce que les gens aient une large gamme de choix. Parce que aujourd'hui, on parle du taux de déperdition dans les universités publiques. Mais ce taux de déperdition est lié au fait que l'orientation n'est pas conforme au choix ou aux besoins ou à l'envie donc des étudiants de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Quand on dit par exemple que, on a besoin de 200 à tel endroit, on a besoin de 50 à tel endroit. Le reste là, on les met en sociaux, on les met donc en économie, on les met en droit. Quand vous faites cette répartition-là et non cette orientation-là, il va sans dire que ceux qui ne vont pas se retrouver dans leur domaine de choix ne vont pas donc être très motivés pour pouvoir donc suivre leur formation. Mais ça aussi, professeur, c'est objectif. Par exemple, vous prenez la médecine. Si en médecine, on prend 3 000 ou 4 000 étudiants, il va de soi que ça va être compliqué. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas prendre tout le monde à tous les niveaux, mais à condition aussi que les critères et les conditions d'admission soient clairs et soient les plus équitables possibles. Parce que c'est parfois aussi les frustrations qui sont créées, donc liées à certaines pratiques qui font parfois... Pour aller dans tel département, il faut connaître tel professeur. Non, pas tant que ça, pas tant que ça.
C'est de dire que par rapport donc au nombre limité à ce niveau-là, pour le reste, on ne peut pas faire autrement que de les envoyer ailleurs. Et quand on fixe aussi les moyennes, c'est pas toujours que les moyennes sont respectées. Du reste, depuis que le ministère de l'Enseignement supérieur a mis en place la plateforme Campus Faso, les choses se font maintenant donc de façon transparente et les orientations sont faites sans aucune autre intervention que les paramétrages qui ont été faits au niveau donc de la plateforme de Campus Faso pour l'orientation. Il y a aussi la responsabilité des enseignants. Professeur Dipama, vous-même vous êtes enseignant, mais très souvent on voit des enseignants qui font des devoirs, qui traînent à remettre les copies, ce qui ne favorise pas bien sûr la normalisation des années. Est-ce que les enseignants également finalement n'ont pas une part de responsabilité à assumer? Et disons que chacun des acteurs du système a sa responsabilité. C'est vrai, il y a par moments où des collègues font les évaluations et ne remettent pas les notes à temps, mais ça aussi, il faut les traiter au cas par cas. Si vous prenez quelqu'un qui tient donc une promotion de 2000, 3000 personnes et 3000 étudiants, il n'est pas aisé de pouvoir corriger 3000 copies en l'espace d'un mois, 2 mois. Et quand bien même on a instauré les jurys de correction, il est aussi parfois difficile de trouver des correcteurs, ce d'autant plus que les conditions de rémunération de ces copies corrigées-là connaissent également donc certaines lenteurs et qui finissent par décourager les correcteurs. Non seulement des lenteurs, mais les professeurs, on l'a vu, revendiquent que le débat s'est posé avec, en tout cas, le gouvernement, avec des copies 250, je crois, et le reste, c'est à payer, copie par copie. Est-ce que ça, quand même, ce n'est pas également un problème? Il y a des problèmes à tous les niveaux, mais comme les gens aiment le dire de façon simpliste, tout travail supplémentaire mérite salaire. Bien, mais il faudrait aussi qu'on sache que dans le domaine de l'enseignement, c'est beaucoup plus un sacerdoce qu'une profession. Et cela... Est-ce que vos collègues ne demandent pas trop? Est-ce que vous ne demandez pas trop, vous et vos collègues? Personnellement, je ne demande rien que de pouvoir faire correctement mon travail tant que j'ai des étudiants pour faire le cours. Et pour ce qui me concerne, même si j'ai un étudiant dans la salle, je fais mon cours. Donc, sur ce point-là, je ne peux que parler pour ce qui me concerne et pas pour les autres. Professeur Dipama, depuis mai 2020, vous êtes le président de l'université virtuelle du Burkina. En tout cas, une université virtuelle censée apporter des solutions innovantes aux défis de l'enseignement supérieur que nous avons évoqué tantôt. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la mise en œuvre de cette université virtuelle? Bien, je dois rappeler que c'est en tenant compte de toutes ces difficultés inhérentes, toutes les crises structurelles qu'ont vécu l'ensemble des universités publiques, qu'il y a eu cette volonté de mettre en place l'université virtuelle pour véritablement profiter des opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication pour améliorer non seulement l'accès mais la qualité de l'enseignement supérieur par l'intégration de la digitalisation. À ce jour, l'université virtuelle fonctionne correctement, dispose de 7 filières, dont 4 filières de niveau licence et 3 filières de niveau master. Donc, à ce niveau-là, l'université virtuelle fonctionne. Ça, c'est une de ses missions qui est de former, de proposer des offres de formation innovantes. C'est pour cela, au niveau de l'université virtuelle, nous avons 3 programmes de formation. Les sciences numériques, les sciences fondamentales et les sciences transversales. Parce que l'université virtuelle doit répondre aux besoins des compétences sur le marché de l'emploi, de sorte à opérer donc une reconfiguration dans le choix des filières. Et nous avons donc priorisé 3 domaines, le domaine de la santé, le domaine de l'agriculture et le domaine de la chaîne des valeurs.
Concrètement, expliquez-nous comment fonctionne cette université virtuelle. Est-ce à dire que on a des étudiants donc, qui n'ont plus besoin d'aller s'asseoir dans les salles de classe et tout se fait en ligne, ou concrètement, comment ça se passe? Bien, l'université virtuelle, d'aucuns l'appellent université numérique, mais c'est une université comme les autres universités avec des offres de formation, seulement l'approche pédagogique diffère. Parce que les cours sont préparés en amont, sont déposés sur la plateforme en amont, et l'enseignant, les étudiants ont accès au cours. Après, lorsque le cours est programmé, l'enseignant prévoit des séances de cours avec les étudiants. Ça peut être des cours en synchrone où l'enseignant interagit donc par visioconférence avec les étudiants. Ça peut être donc avec la formule des chats où les étudiants, après avoir pris connaissance du cours, et formulent leurs questionnements et auxquels l'enseignant interagit et répond à ces questionnements-là. Et il y a aussi des possibilités de regroupement des étudiants, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des séances de présentiel. Professeur Dipama, tout cela est bien beau, mais on a les problèmes de connexion, on connaît le Burkina, ou bien souvent, ne serait-ce que pour ouvrir sa boîte mail, souvent c'est très compliqué. À plus forte raison donc pouvoir suivre un cours à distance. Est-ce que ça, ce n'est pas un gros frein à la mise en œuvre de l'université virtuelle? Non, ça fait partie des défis que nous devons relever pour véritablement parvenir à une digitalisation du savoir dans le système éducatif. Et nous construisons à partir des difficultés. Bien entendu, il y a beaucoup de problèmes liés au numérique au niveau du Burkina, mais des efforts sont en train d'être faits. Il y a déjà l'existence de la plateforme, de l'infrastructure nationale qui est le G-Cloud. Il y a des efforts qui sont faits pour pouvoir donc rendre la connexion assez facile. Et il y a également donc l'accompagnement de certains partenaires qui, de par leur expertise, nous aident à surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés par moment. Et je pense que nous n'avons pas d'autre choix que d'aller véritablement donc vers cette opportunité qu'offrent les technologies de l'information et de la communication, parce que c'est la solution aux questions d'engorgement, aux questions donc d'inadéquation des infrastructures d'accueil par rapport aux effectifs. Aujourd'hui, combien d'étudiants à peu près sont dans cette université virtuelle? Nous avons voulu pour la première année limiter l'effectif à 400 parce que c'était la première promotion, la première cohorte d'étudiants. Et pour des principes de précaution, nous avons donc volontairement limité les effectifs pour pouvoir tester la robustesse de notre plateforme, de pouvoir disposer de l'ensemble des modules de formation. Et pour l'année académique 2021-2022, nous pensons que cet effectif pourra être doublé. Du reste, l'université virtuelle a 3 missions fondamentales. Il y a la mission technologique qui est de mettre des plateformes sécurisées à la disposition des autres universités. L'université virtuelle vient pour fédérer l'ensemble des universités burkinabes en leur offrant l'infrastructure technologique pour pouvoir donc faire les cours à distance. Et ce qui fait que l'université virtuelle, pour l'ensemble des universités publiques, l'université virtuelle a mis à leur disposition des plateformes sécurisées sur lesquelles certaines universités ont déjà commencé à travailler. Et si vous allez sur le site ena.gov.bf, vous allez voir que l'ensemble des 7 universités publiques du Burkina disposent de leur plateforme, ainsi que l'école polytechnique de Ouagadougou, plus l'école normale supérieure
Et bien entendu, il y a une plateforme aussi qui a été dédiée au ministère de l'Éducation nationale. C'est dire que au jour d'aujourd'hui, l'université virtuelle est là pour servir les autres universités. En plus de cela, l'université virtuelle participe également au renforcement des capacités des enseignants. Parce que l'enseignement à distance, c'est une nouvelle approche pédagogique. Et les enseignants doivent être formés. Et l'université virtuelle assure cette formation. Mais est-ce que ce n'est pas quand même assez difficile d'accès pour certains étudiants? On peut penser que, parce que pour pouvoir accéder, il faut déjà avoir un ordinateur, un smartphone performant, il faut avoir la connexion. Est-ce que ça aussi, ça n'exclut pas ceux qui constituent la masse à l'université? Bien, l'université virtuelle, c'est l'un des projets structurants du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est en perspective de la création de l'université virtuelle pour soutenir l'ensemble des universités qu'il y a eu donc l'opération de subvention de l'étudiant un ordinateur. Ça rentre dans cette logique. Mettre l'équipement à la disposition des étudiants. Et je pense que ce projet-là est déjà en cours pour le bonheur de beaucoup d'étudiants. Et je pense que cette opération-là est en train d'être élargie à toute la communauté. Il y a également les questions de connexion. Mais là, c'est à un niveau supérieur que cela doit se faire. Et du reste, nous travaillons en synergie avec le ministère du Développement de l'économie numérique qui assure donc la question de la connectivité. Et nous avons la bonne nouvelle du côté du ministère de l'économie numérique que la capacité de la bande passante sera accrue d'environ 9 gigas. Et cela donc va se produire incessamment, tant et si bien qu'à la rentrée, et cette capacité-là, au niveau de la connexion, va être améliorée. Beaucoup de choses à dire sur cette question donc de l'université virtuelle, mais aussi de tous les défis. Mais on va poursuivre. 2017, vous êtes directeur de l'école doctorale d'informatique et changement climatique. Le changement climatique qui est donc, en tout cas, l'un des grands domaines de vos compétences. On va en parler. L'alerte du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui alerte donc sur l'augmentation rapide des températures dues à l'homme. Est-ce que vous n'avez pas finalement le sentiment que le GIEC prêche dans le désert? Non, le GIEC est dans son rôle d'attirer l'attention des uns et des autres, surtout des décideurs de ce monde-là, sur les risques que nous encourons et sur les enjeux du climat à l'heure actuelle. Si vous regardez, depuis le début de la semaine, en Kabylie, ça brûle. Si vous avez regardé cette année, au Canada, les températures ont été très élevées. C'est-à-dire que toute la planète est concernée par cette crise climatique qui continue de s'exacerber. Et les indicateurs, le rapport du GIEC qui a été publié en début de semaine là, nous alerte sur la rapidité avec laquelle le changement est en train de s'opérer. Et à la COP 2017 à Paris, on avait donc prévu de contenir la hausse des températures à 1,5 degré d'ici donc 2030. Mais le rapport du GIEC fait état que nous sommes déjà à l'orée de cette élévation des températures. Et nous risquons d'aller au-delà si rien n'est fait. Et la question du climat est liée à des enjeux stratégiques à l'échelle internationale. C'est justement là la question. Qu'est-ce qui peut expliquer justement que les engagements, on a du mal à les tenir? On se souvient du protocole de Kyoto, l'accord de Paris, avec des engagements pris par tous les États. Mais on a l'impression que dans le domaine, ce sont plutôt des vœux pieux. Bien, et je me rappelle de cette phrase du président Jacques Chirac, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'est vrai, le climat est en train de s'emballer, mais vous comprendrez qu'à l'échelle internationale, les intérêts des États ne sont pas les mêmes. Si vous prenez par exemple les États-Unis d'Amérique,
qui sont parmi les premiers producteurs de dioxyde de carbone, qui font partie des gaz à effet de serre. Quand les Américains disent qu'eux, ils ne se reconnaissent pas dans les accords internationaux parce que le confort de l'Américain ne se négocie pas, vous comprendrez bien que lorsque les Russes aussi disent que l'augmentation de la température mondiale de 1 degré ou de 2 degrés, ça fait l'affaire de Moscou, ça va faire moins de chauffage par rapport donc à la consommation donc de fuel, et que les Chinois disent qu'eux, ils ne peuvent pas arrêter leurs usines à charbon parce qu'ils ont besoin donc de mettre leur économie au niveau de compétitivité donc des autres, vous comprenez bien que les enjeux sont divergents et les intérêts donc... On comprend qu'il n'y a aucune chance qu'on puisse prendre des décisions majeures, fortes. Des décisions qui engagent tout le monde à un degré élevé. Pour ma part, je reste sceptique. Tout au moins, ce sont peut-être donc les stratégies d'adaptation qu'il va falloir peut-être mettre en œuvre pour chacun à son niveau essayer donc d'aplanir les risques. Et je pense que c'est dans cette dynamique que la plupart des États s'inscrivent. Quand vous voyez les États-Unis, en 2017, ils s'étaient engagés donc dans l'accord de Paris lorsque les élections se sont produites et qu'il y a eu un nouveau locataire de la Maison-Blanche. Le président Donald Trump. Les États-Unis se sont retirés donc de l'accord de Paris. De Paris avant de revenir avec réintégrer. Joe Biden. Mais cela aussi, c'est peut-être pour un lobbying politique. Mais véritablement, je pense pas. Vous n'y croyez pas? Bon, pas que je voudrais voir pour croire. Mais pour nos pays, justement, est-ce que ce n'est pas un luxe aujourd'hui, cette question du changement climatique? Parce que quand vous allez voir un paysan qui mange à peine une bonne fois par jour et que vous lui dites, bon, il faut penser à 2050 ou à 2100, est-ce que vous ne pensez pas que c'est difficile pour lui d'entendre ce discours-là? Difficile peut-être de comprendre, mais pas un luxe pour un pays comme le Burkina, parce que ce sont les pays pauvres qui vont en pâtir davantage de ces conditions climatiques-là. Et lorsque il y aura les inondations, lorsqu'il y aura donc les vagues de chaleur qui peuvent également donc exacerber la prolifération des bactéries ou des microbes qui vont générer des maladies. Mais je pense que ça sera donc les États à économie faible qui vont donc payer le lourd tribut. Dans ces conditions-là, je pense qu'en conjuguant les efforts les uns avec les autres, on pourrait y arriver. Et pour ce qui nous concerne, nous autres, c'est d'abord travailler à restaurer le couvert végétal. C'est de travailler donc à détruire de moins en moins le couvert végétal. C'est de travailler donc à réduire nos émissions avec l'utilisation donc de certains produits ou d'avoir des comportements citoyens par rapport d'éviter les véhicules France au revoir et autres. Bon, ça c'est ça fait. C'est une solution parmi tant d'autres, parce qu'on ne peut pas permettre à des épaves de circuler dans la ville. Vous prenez un pays comme le Ghana à côté, un véhicule de plus de 5 ans ne traverse pas. Pourquoi on ne peut pas le faire ici? C'est une question de volonté, c'est une question donc d'engagement et de sensibilisation pour que nous puissions donc régler les choses au mieux. Parce que cette dégradation des ressources végétales-là, ça va donc contribuer à l'échelle locale à exacerber donc les risques liés à la dynamique du climat. Professeur Dipama, tout le monde n'est pas aussi convaincu que vous. Il y a ceux qu'on appelle les climato-sceptiques qui estiment que l'augmentation actuelle de la température relève de l'ordre normal des choses, des cycles du climat, cycles normaux du climat. Est-ce que vous enlevez tout crédit à ce que disent ces climato-sceptiques-là? Non, je n'enlève pas tout crédit. Leurs arguments, ce sont des arguments plausibles. Et quels sont leurs arguments? Bien entendu, l'homme n'y est pour rien. Le climat a toujours évolué.
certes, le climat a toujours évolué, mais la périodicité de cette évolution-là n'est pas en commun accord avec ce qui se passe actuellement. Et nous connaissons donc les facteurs cosmiques qui sont à l'origine de la variation cyclique du climat. Et ça, ce n'est pas pour rien qu'on a toujours parlé aussi de variabilité du climat. La variabilité du climat, c'est lié aux facteurs cosmiques, naturels. Mais vous conviendrez avec moi que la périodicité donc de cette évolution-là n'est pas à l'échelle humaine. Mais au jour d'aujourd'hui, en l'espace de 100 ans, la température globale s'est accrue du simple au double. Ce qui veut dire que, à côté de ces phénomènes naturels cosmiques, il y a aussi la part de l'homme. Et la part de l'homme, c'est lié davantage à son confort de vie, lié à sa consommation des combustibles fossiles, notamment donc le pétrole. Voilà. Et c'est lié aussi donc à la déforestation. On déboise pour faire, en Asie on déboise, en Amérique latine on déboise, en Afrique on déboise pour promouvoir donc le palmier à huile qui doit donc servir à nourrir certaines sociétés déjà donc à l'aise. Vous conviendrez que la végétation naturelle qui constitue un puits de carbone ne pourra plus jouer donc cette fonction-là. De séquestration. De séquestration du carbone. Et dans ces conditions, les émissions-là vont se concentrer au niveau donc de l'atmosphère, vont perturber la chimie de l'atmosphère et auquel cas l'atmosphère ne pourra plus jouer donc sa fonction de couche isotherme, de filtre et encore moins donc d'écran vis-à-vis donc du rayonnement ultraviolet du soleil. Professeur, vous êtes également un homme politique. Votre engagement donc est connu au niveau du parti MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès. Vous êtes dans le bureau exécutif national en tant que secrétaire chargé de l'éducation et de la formation professionnelle. D'abord, qu'est-ce qui vous a fait quitter le confort de l'université pour vous engager donc politiquement et rentrer dans l'arène? D'abord, je voudrais relever qu'il n'y a pas de confort à l'université parce que quand vous faites cours avec 400-500 étudiants dans une salle non aérée avec donc toutes ces perdus qui vous regardent et qui attendent de vous. C'est plus tranquille que la jungle politique, professeur. Mais bon, ça peut se comparer dans une d'autres mesures. Bien. Mais donc, il faut dire que c'est un choix purement personnel. C'est vrai que en tant qu'universitaire, on était beaucoup en retrait de la chose politique parce que la politique, ce n'est pas toujours pour des enfants de cœur. Et quand vous n'êtes pas donc aguerri à ce milieu-là, c'est difficile pour vous. Mais à un moment donné aussi, on ne peut pas rester spectateur face à ce qui se fait autour de vous parce que en tant qu'universitaire, nous sommes avant tout des citoyens. Et des citoyens qui vivent les mêmes problèmes. Et pour ce qui me concerne, personnellement, le 24 janvier 2014, j'étais à la Maison du Peuple pour assister au congrès constitutif donc, des dissidents du CDP. Et j'ai écouté le discours d'un homme d'alors qui s'appelle Roch-Marc Christian Kaboré, qui dans son discours a dit ceci. Nous reconnaissons que nous sommes comptables des dérives du pouvoir actuel. Nous voulons donc que le peuple nous donne l'occasion de lui faire amende honorable. Cette partie du discours-là qui a été le déclic pour ce qui me concerne, parce que quand un homme politique reconnaît ses erreurs et s'engage à faire amende honorable, on peut donc lui donner du crédit et le suivre. C'est ce qui a motivé mon engagement et c'est ce qui a fait que je me suis engagé dans la lutte politique et jusqu'à ce que j'ai eu la chance de faire partie du bureau exécutif. J'ai d'abord été en 2014 jusqu'en 2017, j'étais au niveau du bureau politique, puis à partir du congrès de mars 2017, et je suis passé au niveau du bureau exécutif national. Et soit dit en passant, je suis aussi le responsable de la coordination des universitaires et experts associés parce que je ne me suis pas engagé seul, je me suis engagé avec un certain nombre d'intellectuels. Avec d'autres intellectuels. 2014-2021, est-ce que vous avez été jusque-là conforté dans cet engagement?
Est-ce que vous avez des désillusions? Des désillusions, non. Des regrets, peut-être. Mais quand on s'engageait en connaissance de cause. On savait que les choses ne pouvaient pas être aussi linéaires que nous le pensions. Il fallait faire avec. Des regrets sur quel plan, par exemple? Des regrets parce que nous aurions pu peut-être mieux faire, mais nous ne nous sommes pas donné tous les moyens de le faire. Mais cela dit, il n'est pas tard pour vraiment travailler à ce que l'engagement que nous avons pris vis-à-vis du peuple-là, que cet engagement-là soit respecté. Du reste, il y a d'autres contingences qui sont venues donc, qui se sont invitées à la gestion du pouvoir d'État du MPP et pas des moindres, notamment donc la question sécuritaire. La question sécuritaire. Et ça remet donc tous les dispositifs en cause. Il a fallu donc opérer des reconfigurations parce que nous avons hérité d'un lourd passif et il fallait donc remettre les choses à l'endroit avant de pouvoir donc avancer. Professeur Dipama, est-ce qu'un intellectuel qui s'engage en politique, il n'est pas appelé à aller de frustration en frustration, parce que vous êtes à côté des professionnels de la chose politique, vous êtes des intellectuels, est-ce que vous êtes véritable, est-ce que vous êtes entendus, est-ce que vous arrivez véritablement à imposer, ou en tout cas à impacter les décisions politiques avec vos vérités, d'école, disons? Personne n'a le monopole de la vérité. Fussionnons-nous des intellectuels, parce que tout est à relativiser. L'œil politique n'est pas l'œil de l'intellectuel. Il faut savoir donc conjuguer les deux et arriver donc à une bonne mixture, j'allais dire. Sinon, c'est vrai, quand on était vierge, politiquement, on rentrait à la chose. On avait notre vision idéale des choses. Mais il y a des contingences qui... Dans la réelle politique, comme on dit. Bon, pas la réalité des choses, pas la réelle politique, parce que bon, quand on parle de réelle politique, vous voyez les crocs en jambes, les coups bas. Non, la réalité du terrain est là. Et il faut savoir négocier les virages, parce que dans ton amphithéâtre, tu es seul. Et même qu'avec les étudiants, tu ne peux pas imposer parfois ta vision. Si nous sommes dans des débats donc d'idéologie, les étudiants aussi ont leur conviction et il faut savoir faire avec. Donc non, on n'a pas été désillusionné. Vous ne jouez pas les seconds rôles? Non, pas du tout. Et je peux vous dire que pour ce qui concerne le parti comme le MPP, il n'y a jamais eu autant de considération pour les intellectuels que dans le MPP, et je suis bien placé pour vous le dire. Des réflexions, nous faisons des réflexions, nous produisons donc des notes qui sont donc destinées à qui de droit, qui sont analysées et qui parfois donc sont prises en compte dans les décisions. Bon, par-ci et par-là. Et cela donc nous conforte au fait que notre rôle est pris au sérieux. Et nous devons peut-être davantage saisir cette opportunité-là pour encore approfondir les réflexions et de pouvoir contribuer à ce que nous puissions parvenir à une société meilleure. Professeur, on a de plus en plus l'impression que les rapports sont tendus entre l'opposition et la majorité. On l'a vu récemment avec la question de la désignation du représentant de la chefferie coutumière à la CENI, la question de la vie chère avec le chef de file de l'opposition qui allait voir la CCVC. Aujourd'hui, est-ce que le risque n'est pas grand qu'on en arrive véritablement à des situations, peut-être qu'on pensait ne plus vivre des situations de tension politique? Non, je ne pense pas qu'on en arrive là, parce que pour moi, que nous soyons hommes politiques engagés ou que nous soyons simples citoyens, à certains moments de la vie d'une nation, il faut savoir mettre l'intérêt général sur nos ambitions
personnel. Et je pense que l'opposition est dans son rôle de pouvoir attirer l'attention donc des gouvernants sur telle ou telle façon de faire, mais encore faut-il que cela reste dans la règle républicaine. C'est quand on veut donc faire l'amalgame entre ses ambitions et profiter donc des situations malheureuses pour pouvoir donc se faire sa place au soleil, c'est ça qui est regrettable. On l'a vu lors des marches contre les attaques, l'opposition qui avait appelé donc à des marches dans toutes les provinces pour dénoncer donc la recrudescence de l'insécurité. À l'époque, au niveau du MPP, certains y ont vu plutôt une velléité de courte échelle pour faire vaciller donc le pouvoir en place. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vécu? Non, personnellement, j'ai trouvé que c'est l'opportunité de ces marches-là qui m'ont posé problème, à ce niveau-là. Parce que c'est à l'issue donc de la tuerie de Solan, qui est donc l'une des cruautés que le pays n'ait jamais connue. Et je pensais que l'heure était à l'union des cœurs, l'heure était à la compassion, que à arpenter les rues, à dénoncer quoi. Du reste, en tant que chef de file de l'opposition, et la démarche, pour ma part, aurait été donc de prendre audience avec le chef de l'État et de pouvoir aller discuter vis-à-vis, face à face avec lui sur l'analyse de l'opposition, de la situation et de faire des propositions concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'opposition propose? Je pense que cela aurait dû être plus apprécié que de sortir dans les rues à crier, à vilipender donc les uns les autres parce que l'heure n'était pas donc à de telles agitations. On a encore vu le bras de fer sur cette question donc de la CENI, l'opposition qui récuse le représentant de la chefferie coutumière et finalement qui a gain de cause parce que le président dernier ressort a donc en tout cas pesé de son poids pour que le Sao Naba ne soit pas président de la CENI. L'opposition parle d'une victoire d'étape et estime que le Sao Naba n'a même pas sa position au sein de la CENI. Comment vous avez déjà vécu cet épisode? C'est un citoyen burkinabé qui a aussi le droit de participer donc à la gestion donc de la chose publique. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et qu'il ait une appartenance ou quoi, dès qu'il rentre là-bas à ce niveau-là, je pense que ces considérations-là doivent être mises de côté. Du reste, la composition de la CENI est faite de telle sorte qu'il ne peut pas y avoir, disons, une hégémonie quelconque à ce niveau-là. Il y a l'équilibre qui est là entre la société civile, entre les confessions et entre les partis politiques. L'équilibre est là. Ça fait 15 personnes, 5-5. D'où vient le fait qu'on puisse se ramdam là pour des choses qui n'en valent pas la peine. Est-ce qu'il ne faut pas revoir la configuration de la CENI? Certains estiment qu'il faut réformer l'institution dans la configuration actuelle issue donc du rapport des sages à l'époque. Aujourd'hui, on a vu déjà, il y a eu un blocage lors des élections passées. Les commissaires ont oublié le devoir d'ingratitude et défendent, on a l'impression en tout cas, les états-majors politiques au sein de la CENI. Ça, on a l'impression que quand même toutes les conditions sont réunies pour que le blocage survienne à tout moment. Non, vous savez, au niveau du Burkina, nous avons les meilleurs textes possibles. C'est les individus qui font la lecture de ces textes-là qui posent problème. Quand les gens se ramènent l'intérêt public à eux, leur propre ego, quand les gens ont des égos surdimensionnés, quelle que soit la réforme que vous allez faire, ces problèmes-là vont toujours se poser. En tout état de cause, pour ma part, il faut que les gens sachent toujours raison garder et ne pas faire l'amalgame entre leur appartenance politique et leur position du moment. C'est ça la vraie question. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire en sorte que la CENI soit gérée par l'administration? Il revient donc à tous les acteurs
de se pencher sur la question. Moi, je pense que les choses telles qu'elles ont été faites en son temps, ça fonctionnait jusque-là. Et pourquoi ça ne peut pas fonctionner et ça ne doit pas fonctionner au gré des acteurs? Moi, c'est la conviction que j'ai. L'autre problème que ça a révélé aussi, c'est la constitutionnalisation de la chefferie. Certains estiment aujourd'hui qu'il faut trouver un statut au chef et puis les mettre hors du débat politique. Ce sont des réflexions qui sont lancées, il faut les approfondir et peut-être à un moment donné, il faut trancher. Le Ghana à côté, nous sommes dans cette disposition où la chefferie traditionnelle est bien structurée, est bien prise en compte. Donc, à notre niveau, ce sont des réflexions qu'il va falloir peut-être approfondir avec les spécialistes du domaine constitutionnel et avec tous les acteurs de la scène politique pour que nous en arrivions donc à des décisions consensuelles. Du reste, ici, le consensus ne vaut que pour un moment. Après le chemin d'acteurs, il y a encore des contestations et c'est ça tout notre mal. Et ça reprend à zéro. Il y a la question de l'insécurité. Vous avez évoqué cela tantôt avec un pays, donc le Burkina, éprouvé depuis 2015. Ces dernières semaines ont encore été difficiles. Beaucoup de pertes de militaires, mais également des civils et des VDP. Pour vous aujourd'hui, est-ce que vous ne commencez pas par être gagné par la fatalité? Pas du tout. Ouais, pas du tout. Et parce que bon, il faut à certains moments aussi faire une analyse froide de la situation. Et cette analyse froide nous recommande de reconnaître deux choses. D'abord, le Burkina traîne un lourd passif avec ceux qui nous imposent la guerre aujourd'hui. Ça, il faut le reconnaître. Deuxième élément d'analyse, le Burkina ne disposait pas d'armée. Ça, il faut aussi qu'on le reconnaisse. L'un dans l'autre, cette situation-là, nous la traînons, mais nous ne devons pas baisser les bras. Et je salue la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie, les familles éplorées, autant pour les victimes militaires que civiles. Mais nous ne devons pas donc abandonner. Je pense que... Quand vous parlez de passifs avec ceux qui nous imposent la guerre, est-ce que vous pouvez être plus explicite? Le Burkina Faso était quand même la base arrière de ces gens-là. Le Burkina Faso était la base arrière. Et qu'est-ce que vous croyez? Vous l'exportez, un jour ou l'autre, il y a l'effet de boomerang, ça va vous revenir. Donc, dans ces conditions-là, nous avons géré des situations et ce sont ces situations qui nous reviennent. Quelle solution aujourd'hui selon vous? Parce que manifestement, la solution militaire permet bien sûr de garder le pays, l'intégrité du pays, mais c'est sûr qu'à elle seule, elle ne pourra pas résoudre le problème. Bien, nous sommes engagés dans une dynamique de réconciliation. Et je pense que si cette réconciliation tant voulue et criée par les uns et les autres, dont certains s'en sont saisis comme étant donc des programmes de campagne, si les gens sont dans une disposition de sincérité, nous allons nous asseoir, nous allons discuter, nous allons donc mettre tout sur la table et nous allons voir quels sont donc les mécanismes à mettre en place et quel est donc le chemin que nous allons prendre pour nous retrouver ensemble et nous unir pour défendre ensemble notre patrie, parce que quand ça tombe, ce n'est pas la famille, c'est tous les Burkinabés qui sont éplorés. Ensemble, même avec ceux qui sont dehors, les exilés politiques, l'ancien président Blaise Compaoré. Il n'y a pas d'exilés politiques, ça c'est ma conviction, il n'y a pas d'exilés politiques. Exilés politiques par rapport à quoi? Des gens se sont décidés volontairement d'aller s'installer ailleurs. Qui plus est, d'aller prendre des nationalités étrangères. De quel exil parlez-vous quand quelqu'un délibérément donc décide d'aller s'installer ailleurs et de pouvoir donc prendre une nationalité étrangère? Donc je pense que là aussi, il faudrait que nous soyons lucides dans ce que nous faisons. Soyons lucides. Qui a contraint qui à sortir? Le Burkina on n'a jamais fermé la porte à quelqu'un. Le Burkina qui veut venir. Il y en a qui se croyaient... L'insurrection a contraint beaucoup à quitter le pays. Non, beaucoup c'est combien? Le Burkina compte 20 millions d'habitants.
Il y a combien qui sont sortis pour que vous parliez de beaucoup? Mais tout le monde n'a pas été président pendant 27 ans, M. Dipama. Oui, mais avec tout le respect que je dois au président Blaise Compaoré, il peut revenir au Burkina comme il entend. Mais seulement, il y a la condition aussi qui est là. Il faut qu'il puisse aussi avoir le courage de faire face à la justice. Ne voyez pas l'individu Blaise Compaoré, voyez aussi tout le passif de 27 années de sa gestion. Est-ce que vous pensez que les deux pourront aller ensemble? Justice classique et puis réconciliation. Mais la réconciliation passe par ce triptyque-là. Le fait de reconnaître que mon père est à tel endroit, voilà pourquoi il était fait ceci ou cela là. Ça contribue à apaiser les cœurs. Il faut avoir ce courage-là et cette sincérité, cette lucidité. C'est à ce prix-là que nous allons arriver véritablement donc à une réconciliation. Sinon, si c'est la réconciliation de façade, nous en avons déjà eu l'expérience en 2003 ou en 2003 au stade du Journée de la paix. Journée de la paix. Journée de la paix. Donc, dans ces conditions-là, il va falloir que nous mettions ensemble, que nous discutions sans tabou, que nous mettions les choses sur la table si véritablement nous sommes dans une dynamique de réconciliation sincère. Et là aussi, il y a d'abord la vérité, il y a la justice. Et il faut aussi penser à réparer les plaies qui ont été causées et qui sont toujours béantes pour certaines familles. Professeur, ça va être le mot de la fin. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Je rappelle, madame, monsieur, l'invité ce soir est donc le professeur Jean-Marie Dipama, professeur titulaire de géographie, enseignant, chercheur et président de l'Université virtuelle du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis et rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission.